Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Dr Fadia Kiwen, directrice générale de l'Organisation de la femme arabe. Dr Kiwen, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir aussi gentiment et de me donner ce temps pour d'abord m'adresser à un public que j'aime en particulier, les francophones justement. Et parlant des femmes, on a beaucoup de choses à dire. Oui, surtout vous qui avez été tellement active déjà avant d'arriver à la tête de l'Organisation de la femme arabe, vous avez été très active dans le passé. Puisqu'on parle de femmes, on peut vous poser la question suivante. Quels sont les projets, les grands projets, parce qu'on ne va pas énumérer tous les projets de l'Organisation de la femme arabe, quels sont les projets principaux de l'organisation aujourd'hui ? C'est difficile de dire quels sont les projets qui sont plus importants que d'autres, mais nous avons une action qui est discrète, mais qui est une action de longue haleine dans le secteur de l'éducation, pour aider les ministères de l'éducation dans les pays membres à réviser les programmes scolaires, la formation des maîtres d'école, des instituteurs, des professeurs. C'est une action de longue haleine à laquelle on s'attelle, on mobilise des moyens avec les pays justement qui sont intéressés. À ce jour, il y a 6 pays qui sont dans le peloton de tête, qui sont plus intéressés que d'autres. Donc on a commencé le chemin avec eux. Le Liban en fait partie ? Oui, heureusement. Oui. Ensuite, nous travaillons dans le domaine de la législation pour essayer d'assainir les textes législatifs, moderniser les législations. C'est important d'avoir des cadres législatifs qui soient favorables aux femmes. Commençons par dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination dans les textes, qu'il faut qu'il y ait des textes favorables. Ensuite, nous travaillons beaucoup dans 2 domaines en particulier qui sont l'autonomisation politique et l'autonomisation économique des femmes. L'autonomisation politique, elle signifie faire participer les femmes plus activement à la vie politique, plus activement et d'une manière plus productive. Nous avons beaucoup d'ambition dans ce domaine. Peut-être parce que moi, je suis spécialiste de Sciences Po, j'ai mis le paquet dans ce domaine en particulier. Mais au Liban, pour revenir un peu à ce qui se passe, parce qu'on parle beaucoup de discrimination, les femmes, l'accès des femmes au secteur politique reste encore très compliqué. Quels sont les ministères avec lesquels vous travaillez ? Dans les pays arabes, nous avons 2 types de partenaires. Dans les pays du Maghreb arabe, nous avons des ministères. Il y a des ministères de la femme ou de la famille où les questions de la femme sont généralement sous la tutelle du ministre ou dans une division au sein du ministère. Et dans le pays du Mashrek arabe, dans le Golfe et au Liban, on a fait la même chose. On a des commissions nationales. Au Liban, en Égypte, en Syrie, en Jordanie. On a des commissions nationales. À Bahreïn, il y avait une commission nationale quand Bahreïn était active avec nous. Donc, quand le Liban a voulu choisir, c'était au lendemain de la conférence de Beijing, en 1995-16. Au retour de Beijing, il y avait une résolution de Beijing, un appel à tous les pays pour avoir un lieu institutionnel au sein des institutions publiques qui soit un lieu de référence, une responsabilité publique des questions de la femme. Ne pas tout laisser aux associations, aux initiatives de la société civile. Et au Liban, on a beaucoup réfléchi. On était partagés entre soit lancer un projet de ministère, soit celui d'une commission nationale. Et en fait, on a fait le choix de la commission nationale à l'époque parce qu'on a eu peur, en sachant qu'au Liban, il y a un partage communautaire des portefeuilles. On avait peur qu'un jour, le portefeuille des femmes pouvait aller à telle communauté, un autre jour à tel parti politique, et les partis et les communautés n'ont pas les mêmes vues sur la question. On a trouvé ça un peu risqué, et pour que aussi les questions de la femme soient considérées comme réunissant tous les
toutes les institutions. Non pas qu'on dise, s'il y a une question qui concerne les femmes, le ministère de l'Éducation dira, ce n'est pas moi, allez vers le ministère de la Femme, le ministère de l'Économie dira, ce n'est pas moi. Alors là, c'est tout le monde, en fait, parce que ce sont des questions transversales. Et on a choisi de créer la Commission nationale. Nous avons présenté un projet de loi au Parlement. Je ne vous cache pas qu'on était parti sur l'idée d'un décret pris en Conseil des ministres. À l'époque, Madame Mona Hraoui, qui avait pris elle-même cette initiative, au lendemain de Beijing, elle m'avait dit, va voir Mahmoud Ousmane, qui était directeur général de la présidence, et lui te conseillera. Quand j'ai été le voir avec un projet comme ça assez modeste, il m'a dit, mais vous avez le palais derrière vous, faites un projet de loi. Je lui ai dit, mais ça prend du temps. Il m'a dit, non, même si ça prend du temps, vous avez toutes les institutions qui sont derrière vous. Et donc, on a transformé le projet de décret en projet de loi. Heureusement. Et oui, bien sûr, ça a pris du temps. Il y a eu de la résistance au Parlement, beaucoup de résistance. Je suis sortie en pleurant 2 fois de la Chambre des députés parce qu'il y avait une très forte résistance. Mais en fin de compte, les efforts se sont rassemblés et on a eu la loi en 1998, en fait. Et puis, vous avez été membre de cette Commission nationale de la femme au Liban entre 2003 et 2017. Est-ce qu'elle a réussi à faire avancer les choses vraiment? Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Parce que cette commission, on lui avait attribué dans le projet de loi, justement, des missions exécutives et des missions de consultation auprès du gouvernement. Les missions exécutives, c'était de mettre en œuvre des projets sur le terrain. Et cela lui a permis d'avancer un petit peu sur le terrain, mais elle n'a jamais eu beaucoup de moyens pour avancer. Les dernières années ont vu un petit progrès lié à la politique des agences des Nations Unies, qui se sont retournées plus fermement vers les partenaires nationaux. Et ce sont des partenariats internationaux qui ont permis à la Commission nationale d'avancer un peu parce qu'on a mis à son actif quelques ressources. Parce que l'État n'a jamais été très généreux en matière de ressources. Surtout on a toujours considéré les femmes. Tout à fait. L'État a, je dirais, a accepté à contre-cœur qu'il y ait on l'appelle National Machinery, c'était une institution nationale. Ils l'ont accepté à contre-cœur, je vous assure. Je suis très choquée de cette attitude, parce que par ailleurs, je sais que l'élite politique libanaise est une élite qui est éduquée, qui est en majorité raffinée, qui vit dans le monde plus ou moins très ouvert, proche de l'Occident. Je suis vraiment choquée de voir combien ils sont réticents et presque, je dirais, agressifs quand il s'agit de parler des questions de la femme au Liban. Oui, on a remarqué ça notamment en politique. Et puis on voit là de plus en plus de cas de violence conjugale. Oui. Il y a vraiment un très gros problème à ce niveau. Est-ce que l'Organisation de la femme arabe ne peut pas soutenir la Commission nationale d'une façon ou d'une autre? Mais d'abord, l'Organisation de la femme arabe, c'est une organisation intergouvernementale. Elle fonctionne sur base de contributions des pays membres. Et je ne vous cache pas que, ce que tout le monde sait, la plupart des pays membres ne payent pas leurs contributions. C'est le même problème qu'à la Ligue arabe, c'est le même problème auprès des organisations des Nations Unies. Le Liban a payé cette année? Jusqu'à 2021, le Liban paye régulièrement. Depuis 2021, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est une réponse diplomatique, on va dire. Ouais. Donc, pour revenir un peu à... Donc l'organisation aussi a des problèmes de financement. Non, pas beaucoup quand il s'agit des projets. Et justement, ça, c'est le saut qualitatif qu'on a pu réaliser dans les dernières années, tout en voyant chuter les contributions des États en deçà du nécessaire pour payer la masse des fonctionnaires qui a été... Vous savez que c'est la politique partout de truffer les organisations d'employés et de fonctionnaires. Mais les États ne respectent pas leurs engagements pour payer les salaires. Mais nous avons quand même contracté 2 partenariats très importants. Le tout dernier, c'est un partenariat stratégique avec le gouvernement allemand qui met en contribution une enveloppe importante pour un projet concernant le domaine politique et économique.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on est ici d'ailleurs. D'accord. Et nous avons un partenariat avec Malala Global Fund dans un projet très ambitieux que j'adore parce que c'est un projet qui me fait rêver, qui me fait agir dans le sens de ce rêve de beaucoup de gens, de réaliser, de réunir les conditions d'accès de toutes les filles à l'éducation et d'abord de préserver la santé physique et mentale des filles, de les préserver de toute forme de violence et de leur donner accès à l'éducation parce que c'est franchement l'ascenseur, si vous voulez, pour la vie. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et en pratique, comment cela se traduit? Ça veut dire que, juste pour que les personnes qui nous regardent comprennent, donc l'Organisation de la femme arabe reçoit ces fonds et travaille en partenariat avec le GIZ et le Malala Fund. On a deux types de partenariats. Avec GIZ, c'est un partenariat. C'est-à-dire qu'il y a un document de projet qui définit les contributions des deux parties. Et évidemment, c'est suivant les lignes de projet que nous décidons, parce que nous sommes en fait une organisation intergouvernementale et nos programmes sont revus tous les ans par un conseil exécutif composé de ministres principalement qui représentent les pays membres. Donc nous ne taillons pas nos projets sur un agenda international. Au contraire, c'est GIZ qui est affilié au ministère de l'économie et de la coopération internationale en Allemagne, qui a construit un projet WOMENA, Women in the MENA region, et qui s'est intéressé à conclure cet accord stratégique avec nous. Donc nous sommes l'agence d'exécution en fait. Mais nous avons une contribution financière, eux aussi. Eux couvrent 5-6 pays et nous couvrons le reste parce que nous avons 16 pays qui sont membres. Et la porte est ouverte pour que les autres viennent aussi. Déjà, à Beyrouth, nous avons une présence koweïtienne, alors que le Koweït n'est pas encore membre. Nous avons une jeune personne très active de l'Union des femmes koweïtiennes qui sera parmi nous, Cheikha Nabila Sabbah. C'est la petite fille de feu Wali al-Ahd Saad Abdallah Jebr Sabbah, qui était très chéri par les Libanais autrefois. Et le Koweït maintenant cherche aussi à adhérer à... Non, le Koweït officiellement ne cherche rien du tout, mais par nos contacts, nous avons réussi à inviter Madame Sabbah à venir participer à ce séminaire qui a eu lieu à Beyrouth. Les Sabbah sont des gens qui aiment le Liban. Et d'ailleurs, la première chose que Cheikha Fadia Sabbah m'avait dit au téléphone, elle m'avait dit, moi je suis née au Liban. Et je ne sais pas si on l'avait appelée Fadia en se référant à mon nom, je ne sais pas quel âge elle a. On sait que le Koweït a une affection particulière pour le Liban. Pour revenir... Mais excusez-moi, laissez-moi dire une chose sur le Koweït. Le Koweït est un pays arabe qui n'a pas de problème dans ses relations avec les autres pays. Je sais qu'il y a eu la guerre du Koweït et cette blessure très profonde dans la mémoire collective, aussi bien des Irakiens que des Koweïtiens. Mais sinon, dans leurs relations avec les autres pays arabes, c'est un pays qui est confiant, il est amical, il est généreux, et surtout avec le Liban. Les Koweïtiens ont toujours été très ouverts à tout ce que le Liban leur demande. On a vu ça. Fadia, on profite de votre présence avec nous aujourd'hui pour vous poser des questions sur la femme libanaise. À votre avis, d'après votre longue expérience, sur quel dossier prioritaire relatif à la femme la Commission nationale et ou les organisations qui travaillent dans ce secteur-là doivent travailler ou à quel dossier doivent-ils donner priorité? Pour la Commission nationale libanaise, je les laisse parler eux-mêmes. Mais pour ce qui est des dossiers prioritaires, ça dépend des pays. Dans un pays comme le Yémen, la priorité, c'est d'empêcher le mariage précoce des enfants. Dans un pays comme l'Irak, où il y a de grandes mesures qui ont été prises par l'État pour protéger les femmes contre la violence et pour compenser aux femmes qui ont été victimes des sévices de terrorisme dans une période précédente, il y a à développer le niveau culturel pour que la société suive un petit peu les décisions du gouvernement. Permettez-moi de dire à cette occasion que nous sommes partagés entre deux écoles. Il y a l'école qui dit c'est la société civile qui avance et
c'est seulement elle qui fait avancer les dossiers et l'État n'y est pour rien. Et il y a dans le monde arabe une autre ligne qui est celle des décideurs politiques qui, curieusement, ont été, à l'exception du Liban, très favorables aux femmes. Je prendrai l'exemple de l'émir Mohammed Ben Salman. Regardez quelle est l'option qu'il a choisie et comment cette option a transformé la trajectoire des femmes saoudiennes. Je prendrai l'exemple... Il y a une femme saoudienne astronaute aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. C'est une décision politique, justement, qui a ouvert la voie à cette émancipation de la société saoudienne et des femmes saoudiennes. Je dirais la même chose de Bourguiba en Tunisie, je dirais la même chose du roi Mohammed VI au Maroc. Dans le code de la famille qui a été revisité, qui a été revu et qui a été modifié sensiblement pour protéger plus les femmes, les protéger surtout contre l'arbitraire dans les relations conjugales, etc. Je trouve qu'il y a en Égypte aussi, le président Sisi est un homme très favorable aux femmes. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous devrions mettre toutes nos ressources pour que la société suive. C'est-à-dire que les comportements sociaux, les mentalités devraient suivre. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas. Alors, et pour le Liban, puisque nous voulons parler... Pour le Liban, je dirais deux choses. Je demanderai quelque chose aux femmes et je demanderai quelque chose aux autorités intéressées à développer des relations plus humaines et plus égalitaires. Aux femmes, je dirais qu'il faut être plus active économiquement. Ce n'est pas normal que seulement 20% des femmes travaillent dans l'économie. Ce n'est pas normal. Il faut que les femmes soient plus nombreuses à travailler activement, à être productives dans la vie économique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, moi, je dirais qu'il faut vraiment réviser la question de la participation politique des femmes pour la rendre vraiment possible. Parce que quand on dit aux femmes, mais rien ne vous empêche de participer, allez-y, mais les portes sont fermées. Avec le caractère compartimenté du système électoral, avec le confessionnalisme, je ne dis pas qu'il faut supprimer le confessionnalisme tout de suite, mais on a présenté plusieurs projets avec le confessionnalisme, sans le confessionnalisme, mais on nous retourne tous les projets en nous disant... À votre avis, le quota? Mais justement, il n'y a que le Liban qui n'applique pas le quota. Mais vous vous rendez compte? Parmi les pays arabes, il n'y a que le Liban qui n'applique pas le quota. Le quota peut être soit dans les lois, soit dans une pratique du gouvernement. Au Liban, ce n'est ni l'une ni l'autre. Et c'est ça qui aujourd'hui empêche l'accès de ces femmes, des femmes qualifiées au secteur. Des hommes qualifiés aussi. Oui. Parce que moi, j'ai des remarques sur le système politique lui-même qui ne donne pas beaucoup de chance aux hommes qualifiés, à tous les hommes qualifiés. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne sont pas qualifiés, mais tous ceux qui sont là ne le sont pas, et tous ceux qui sont qualifiés ne sont pas là. Donc, il faudra une autre émission plusieurs émissions pour discuter un peu de cette complexité politique. Ce sera avec plaisir, madame. Alors, pour sortir un peu de la femme et pour parler de Fadia, de docteur Fadia Kiwen, vous avez enseigné de très nombreuses années à l'USJ, vous continuez de le faire, c'est ça? Je le fais symboliquement maintenant parce qu'ils me l'ont demandé. Ils m'ont demandé de manifester un soutien à l'Institut des sciences politiques que j'avais moi-même mis en place avec une équipe à l'époque. Et j'ai accepté, c'est symbolique, et surtout par Zoom les vendredis, samedis. Mais je le fais avec bonheur, J'ai participé activement aussi, mais symboliquement aussi, aux enseignements de sciences politiques à l'Académie al-Arabia et technologies al-Ulum al-Bahriya, qui est une institution de la Ligue arabe très prestigieuse, qui a 25 000 étudiants. Symboliquement aussi, à leur demande. Je participe de temps en temps à des conférences avec North Carolina de l'université Future University en Égypte. J'ai toujours beaucoup de bonheur à être présente dans toutes les activités académiques. Je suis nostalgique de la vie académique, il faut dire. Mais vous croyez que vous y reviendrez je sais pas, après? Je ne sais pas. J'ai encore 3 ans devant moi et Dieu sait où me mènera le destin. Déjà, ce destin-ci, je n'y avais pas pensé avant, c'est venu comme ça.
Mais c'est une expérience. Mais votre parcours est très riche, Dr Kiwin. Vous avez été membre de plusieurs commissions, dont la Commission internationale d'experts chargée de revisiter le rapport de Jacques Delors sur l'éducation. Vous avez été membre du comité scientifique consultatif du programme MOS de l'UNESCO. Vous avez été membre de la Commission nationale, on le disait tout à l'heure. Vous avez représenté le chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Vous avez de très nombreuses distinctions, décorations, officier dans l'ordre des palmes académiques, officier dans l'ordre des arts et des lettres, officier dans l'ordre national libanais. Mais anciennes, ce sont des distinctions anciennes. Oui, on voit que c'est 92, 94, 2017. Oui, tout à fait. Et depuis, ils ont arrêté de me donner des distinctions. Figurez-vous, je suis 2 fois officier, je n'ai jamais pu devenir général dans l'ordre du mérite français, et la même chose pour le Liban. Ça m'amuse tout ça. Ce sont des moments historiques où les autorités ont trouvé utile de me donner une distinction. Mais j'ai surtout été membre du Conseil de l'Université des Nations Unies pendant 6 ans. Tout à fait. Et ça, c'est un travail bénévole qui est en fait demandé par les Nations Unies. Quand ils nous nomment, ils ne me connaissaient pas. Mais sur la base de mon parcours, de mes relations, de la multiplicité des dossiers sur lesquels je peux avoir une contribution, que j'avais été nommée pendant 6 ans. Et en fait, moi, je suis actuellement en poste pour travailler pour les femmes, mais moi, je suis spécialiste de Sciences Po. Je suis intéressée aux droits de l'homme en général, et bien sûr, les droits des femmes font partie des droits de l'homme. Je suis intéressée au développement durable, je suis intéressée aux réformes politiques, je suis intéressée à réviser les lois électorales, je suis intéressée à beaucoup de questions et plus ou moins spécialistes, avec beaucoup d'écrits, beaucoup d'articles, beaucoup de contributions aussi. Maintenant, le destin a voulu que je travaille pour les femmes. Il faut que nous en profitions. Oui, bien sûr. Et je crois qu'à l'Organisation de la femme arabe, ils sont très chanceux de vous avoir. On a entendu de très nombreuses fois votre nom en tant que candidate potentielle pour des ministères au Liban. Ça vous intéresse ? Moi, j'ai entendu mon nom aussi et j'ai été sollicitée 2 fois. Mais il y a une fois où j'ai dit oui, mais ça ne s'est pas fait parce que la formule du gouvernement indépendant formé par des professionnels n'a pas eu lieu. Mais je crois que j'ai été épargnée parce que les circonstances ne permettent pas des actions comme nous voudrions, comme nous espérons, comme nous avons en tête de faire des choses. Il y a beaucoup trop de contraintes. J'ai vu beaucoup de personnes succomber quand elles sont arrivées au pouvoir. Je me demande si le bon Dieu ne m'a pas épargnée jusqu'ici. Mais pour le futur, ça vous intéresserait ? Ça dépend. Ça dépend de la conjoncture, ça dépend du portefeuille, ça dépend avec qui je serai, ça dépend du président de la République, ça dépend du président du Conseil, ça dépend de l'équipe gouvernementale. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs au Premier ministre qui m'avait sollicité une fois. Je dis oui, mais ça dépend. Il m'a dit ça dépend de quoi? Je dis il faut que ce soit tous des gens comme moi. Oui, mais c'est difficile. En tout cas, ça sera difficile de trouver des gens qui ont le même parcours. Il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi. C'est compliqué et là, au moment où on discute, on ne sait pas où le pays politiquement. Mais moi, je vous dirais, madame, que si on me demandait un jour de tout quitter, de venir balayer les rues à Beyrouth et que cela pouvait être de l'intérêt de mon pays, je viendrais balayer les rues. Oui, on voit, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur le Liban, parce que je sais que vous avez un attachement particulier. En tout cas, elles ont bien besoin d'être balayées, les rues. Oui, ça c'est sûr. Un dernier message en tant que directrice générale de l'Organisation de la femme arabe. Si vous aviez un message général pour la femme arabe et un particulier pour la femme libanaise, que diriez-vous ? Aux femmes arabes, je dirais qu'il faut batailler, il faut être plus ferme dans leur présence partout, ne pas compter sur les autres pour leur donner de la place. Il faut batailler pour obtenir sa place. Et nous avons de plus en plus d'opportunités. Il faut en profiter pour faire nos preuves partout. Et il faut institutionnaliser pour que tout soit plus facile pour les générations futures. Aux femmes libanaises, je dirais que j'ai le sentiment profond qu'elles vont avoir un rôle, toutes, à tous les niveaux, un rôle particulier dans la résurrection du Liban. Il faut que les femmes continuent de montrer de la résilience. Elles sont très résilientes au sein de leur famille.
Et je voudrais qu'elles aient aussi de l'espoir que dans le futur très proche, je souhaite, mais je crois que ça va venir très vite, elles joueront un rôle particulier dans la résurrection du Liban, à tous les niveaux. J'aimerais que les femmes aussi transmettent à leurs enfants, aux nouvelles générations, cette foi dans le Liban, cette foi dans un Liban pays d'ouverture et de liberté, pays d'ouverture et de liberté, qui est une nécessité dans le monde arabe. C'est le poumon, c'est un des deux poumons, pour que d'autres capitales ne soient pas vexées. C'est un des deux poumons du monde arabe. Le Liban devrait ressusciter, être remis en vie, réanimé comme tel. Et les femmes devront jouer un rôle, absolument. C'est un très beau message de fin. J'espère que les politiques au Liban nous écoutent. De toute façon, on essaye, on ne va pas désespérer. Non, mais ils ne lisent pas, mais s'ils écoutent, c'est bon. Exactement, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous dans Une femme, une histoire. À très bientôt, Dr Kiwen. Merci. C'était Dr Fadia Kiwen, directrice générale de l'Organisation de la femme arabe, aujourd'hui avec nous dans Une femme, une histoire. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.